je voudrais dire à tous ces jeunes gens qui avaient choisi de faire ce métier, sachez que ce métier est un métier terrible, redoutable et magnifique. Terrible et redoutable parce que vous êtes une multitude à vouloir le faire et qu'il y a quelques-uns qui arrivent à en vivre. Et magnifique parce qu'une aventure cinématographique, c'est une aventure humaine. Moi, je sais que j'ai choisi de faire ce métier faute de mieux. Je vais vous dire une chose, moi j'avais toujours rêvé d'être marin, j'étais embarqué sur un bateau en mer Baltique en 47-48, j'avais 19 ans et 20 ans, et à un moment donné sur ce bateau, j'ai réfléchi à ce que devait devenir ma vie. J'avais été influencé par des poètes, par des écrivains, par des sculpteurs, par des peintres. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le cinéma? C'est la chose la plus facile. J'ai vu des tas de films, ça m'a l'air très simple à faire. Et j'ai donc décidé à ce moment-là de faire un petit peu faute de mieux, de devenir cinéaste. Et alors à ce moment-là, je me suis heurté au château de Kafka. Vous savez ce que c'est que le château de Kafka? Vous frappez à la porte et elle ne s'ouvre pas. Pour pouvoir rentrer, il faut déjà être à l'intérieur. Donc j'ai cru que c'était facile, et je frappais à toutes les portes comme le château de Kafka restait fermé. Et à un moment donné, j'ai appris qu'un caméraman de l'armée s'était fait tuer en Indochine, et je me suis dit, peut-être qu'il y a une porte à prendre là. J'ai frappé à la porte, et celle-là s'est entrouverte. J'ai pu donc... Je suis parti en Indochine, volontaire de l'armée et tout ça. Et ça a été mon premier pas dans le cinéma. Et ce que je voulais, c'est avoir un seul regard. C'est-à-dire que la caméra, il faut savoir qui est la caméra. Bien sûr, c'est moi, mais qui est la caméra? Qu'est-ce qu'elle va choisir? Et dans cette histoire, c'était un soldat anonyme et qui appartenait à un groupe. On ne passe pas d'un côté et de l'autre, il n'y a pas de don d'ubiquité, on ne passe pas tout à coup, ni même chez les Viettes. On est toujours avec la section. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai été très tenté de faire un très joli plan, pris d'avion, de ces gens en bas, éparpillés. Mais à ce moment-là, je quittais la section. Donc j'ai dit non, je ne l'ai pas tourné, alors que je le voyais, je ne l'ai pas tourné, en me disant, c'est ça la force de ce film, c'est qu'un soldat anonyme dans cette troupe un peu à la dérive et qui essaie de se tenir. Et oui. On est avec eux, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Oui. Et on n'a pas le regard extérieur, on est avec eux. Votre expérience en Indochine vous a-t-elle donné des éléments pour la direction d'acteur? Évidemment. Ça fait partie de ce que j'ai vécu pendant 3 ans en Indochine. J'étais caméraman de l'armée. J'étais avec la troupe. Donc j'ai partagé avec la troupe. J'ai été blessé, j'ai partagé avec la troupe, la pluie, le soleil, les rations et les balles. Et par la suite, j'ai été au fin fond de la misère humaine, parce que j'étais fait prisonnier et qu'on était à 800 km des camps dans lesquels on allait être enfermé, et que les 3/4 de mes camarades sont morts. C'est-à-dire que moi, je suis un survivant. Donc, un débiteur, je dois rendre un écho de ce que j'ai reçu de tous ces camarades. Voilà, donc il est évident que mon expérience indochinoise est marquée dans ce film. Même la technique, c'est presque la technique d'un caméraman. Moi, j'avais en Indochine une caméra qui était un Bellowell. C'est une caméra américaine qui se remontait mécaniquement et qui se portait sur le front, comme ça, avec l'œilleton là.
et vous aviez votre capacité de viser. Seulement on n'avait qu'une seule minute de film par magasin. 1 minute, c'est pas beaucoup. Donc ça forçait à avoir un œil aux aguets tout le temps, pour ne pas filmer au moment où rien ne se passe, mais pour pressentir le moment où quelque chose allait se passer et qu'on essayait de l'attraper. C'est une très bonne leçon. Je sais que par la suite, j'ai beaucoup fréquenté des gens de la télévision qui tournaient avec des bandes magnéto, là, des caméras qui avaient 20 minutes, 1 heure, 2 heures de film. Et alors, ils tournaient un peu n'importe quoi, parce qu'ils disaient ben, on prendra ce qui est bon. Tandis que là, nous, on n'avait qu'1 minute et il fallait que la minute soit bonne. Enfin, dans la vie, il faut avoir cet œil un peu aiguisé. Pas dire bah, allez hop, je mouline. Non, non, c'est ça que je veux. Ou ça. Il faut que je le sente venir. Quand j'avais le film en tête, j'avais en tête le deuxième mouvement de l'héroïque de Beethoven. Et j'en ai parlé, bien sûr, je ne voulais pas prendre. Et j'en ai parlé aux musiciens. Et je lui ai dit, j'aimerais aussi avoir la voix humaine. Parce que tout ça, ce n'est pas de la musique, c'est aussi les hommes. Je lui ai dit, Dien Bien Phu, c'est quelque chose d'inexprimable. C'est la musique seule qui exprime l'inexprimable, l'indicible, la musique seule. Votre musique sera le diamant, le film sera la gangue dans laquelle est le diamant. Moi, j'étais parti pour faire du cinéma. Je n'étais pas parti pour faire la guerre d'Indochine, j'étais parti pour faire du cinéma. Quand moi-même j'étais en Indochine, ce n'était pas les questions qu'on se posait. On savait que cette guerre était très mal considérée en France et très mal considérée dans le monde. Mais on était. Alors, on faisait avec ce qu'on avait. Et donc, je voulais rendre témoignage de ces gens qui, pour je ne sais quelle raison, étaient dans ce corps expéditionnaire en Indochine et qui faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et pour certains, le mieux possible. Tout à coup, j'ai rencontré des gens qui ont fait à un moment donné ce que j'aurais été fier de faire. Et eux l'ont fait. Moi, je ne l'ai peut-être pas fait. Donc, j'avais besoin de rendre modestement hommage à leur comportement, à leur manière de vivre, et pas porter un jugement sur la stratégie de cette guerre, la tactique ou la politique de cette guerre. C'était quelque chose auquel je ne voulais pas toucher. C'est donc j'ai jamais eu besoin de voir ce que j'avais fait. J'avais une espèce de grande tranquillité, parce que quand j'étais caméraman de l'armée, je ne savais pas ce que je filmais, moi. Je ne voyais pas les films. Quand j'ai tourné Dien Bien Phu, je n'ai rien vu avant d'entrer à Paris. Voilà, il fallait que j'aie tout. Si je n'avais pas tout, il fallait que je m'arrange avec ce que j'avais. Et la même chose pour le Kraptombourg. On était en Thaïlande, on était à Djibouti, tout ça. Donc, moi, j'attendais, je savais ce que j'avais. J'avais confiance dans mon chef opérateur. Et voilà. Quand vous avez des bons comédiens, vous n'avez pas à les diriger. Ouais. Vous avez à les inspirer et leur donner la ligne. Et si tout d'un coup il dévie un peu de la ligne, vous dites non, c'est pas ça. Il rattrape ça très vite. Pour Kremer, ça a été formidable. Tout d'un coup, Kremer m'a été présenté par son agent. Et quand j'ai vu, j'ai dit il a la tête de Bijard. C'est vendu. Par contre, pour Jacques Perrin, qui était, je dirais, un petit jeune homme un peu dodu. Alors, je parle avec lui parce que je suis un homme convenable et aimable, mais je lui ai dit, écoutez, non, je vais dire la chose, les soldats d'Indochine, c'est des loups maigres. Et, voilà. Il m'a dit, vous êtes très pressé? Je lui ai dit, écoutez, moi, je pars dans 3 semaines pour le Cambodge et je ne reviens pas à Paris, il faut que j'ai mon équipe. Il m'a dit, est-ce qu'on peut se revoir dans 15 jours? Oui, très bien. J'oublie. Puis 15 jours après, il revient. Il n'était pas un loup maigre, mais je suis sûr que pendant 15 jours, il n'avait pas mangé, ou quasiment pas mangé.
Alors je me suis dit, quelqu'un qui est capable de faire ça, avec force de foi, hein. Alors on peut aller au bout du monde. Là. Quand les marins rentrent dans un estuaire un peu dangereux, hein, ils ont ce qu'on appelle des amers. Les amers, c'est des endroits, un rocher qui est là, un clocher qu'on voit là-bas, qui leur permet de trouver leur cheminement dans cet estuaire dangereux. Eh bien, mes acteurs sont un peu mes amers. Je suis tranquille parce que je sais qu'au minimum, j'aurai ça, et que si je les enflamme un peu, j'aurai plus. J'aime être très près de mon scénario parce que les comédiens vous demandent « Pourquoi ça ? Pourquoi il y a une virgule là ?» Moi, je peux le dire d'une autre manière. S'il y a une virgule là, c'est que je pense que la respiration est nécessaire. Donc, pour savoir qu'il y a une virgule là, il faut que j'ai quasiment écrit le scénario, ou en tout cas que j'y ai participé complètement. Donc, ce qui était le plus intéressant, c'était les rapports humains dans cette histoire. Parce que moi, les Viettes, si vous voulez, j'avais été prisonnier, je connaissais leur musique, et eux, ils avaient quand même un ancien adversaire, et qui parlait de leur victoire, mais du côté français, le regard français seulement sur l'affaire. Mais il s'est passé quelque chose de formidable. Je ne sais pas comment l'expliquer, sauf, vous voyez, ces fleurs qu'on voit éclore comme ça. Hein. Eh bien, les relations qu'on a eues avec eux, au fur et à mesure que le film avançait, au fur et à mesure, ces relations devenaient de plus en plus chaleureuses. Ça a été une aventure humaine. Le film, il est ce qu'il est, vous en pensez ce que vous voulez, mais les rapports humains que j'ai eus avec les Vietnamiens là, formidable, formidable. Ça, c'est une des plus belles choses de ma vie. Que 40 ans après, pas seulement la bataille de Dien Bien Phu, mais l'ensemble de cette guerre d'Indochine, 40 ans après, on puisse être face à face. Il y avait un certain nombre de vieux soldats, mais qui étaient des officiers, c'est pas la troupe, des officiers vietnamiens à la retraite, qui venaient voir, parce que les assistants les avaient prévenus, je ne sais pas, venaient voir ce qu'on tournait. Et alors, ils disaient avec l'interprète, c'était quoi ça? Ah oui, c'est ça. Ah ben moi, j'étais là. Hein. J'ai dit, moi, j'étais là. J'étais là. Et quand ils repartaient, ils étaient là devant moi un peu, et tout à coup, hop là. Et puis, regardez, et ils partaient sans dire un mot, mais c'était formidable. Non, vraiment, humainement, c'était la plus belle aventure. C'était Est and West, East and West, the Twin Never Meet. Ben là, on s'est rencontrés. Formidable. Voilà, je crois qu'on peut terminer comme ça. Non? Oui. Eh ben, voilà.